Studio Balado. Être un homme amoureux. Un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires d'amour, à la première personne du singulier. Épisode 8. Rémi, paysan gay. Rémi a quitté la ville pour s'installer dans les Ardennes françaises. Il cultive des plantes et des fleurs aromatiques et médicinales. Dans ce territoire isolé, il est émerveillé par la nature et les saisons, mais se confronte à une certaine solitude. Alors, comment être un homme amoureux en l'absence de l'autre ? Rémi a 29 ans et il se définit comme gay. C'est un baby-bear poilu et souriant. Il a la tête ronde, les oreilles légèrement décollées et le crâne rasé. Ses yeux sont bleu-vert et ses sourcils blonds. Il porte une barbe rousse de 3 jours et la peau de son visage est saumon crevette. Être un homme, Michel-Ange Vinti. Oui, j'ai alterné entre vivre en France, vivre en Belgique, ayant vécu jusqu'à 12-13 ans à Warem, à côté de Liège. Mon père a eu une promotion à son travail. On a été amené à emménager en Île-de-France. De là, j'ai fait ma scolarité du collège jusqu'à l'université en France, un master en sociologie à l'EHESS, où je me suis spécialisé notamment sur les travailleurs du sexe masculin au bois de Boulogne. J'aidais à ce moment-là dans un maraîchage, une petite association qui s'appelle Ville Fertile, proche de Nogent-sur-Marne, dans le bois de Vincennes. Avec l'arrivée du Covid, j'ai beaucoup aidé. On avait ce lieu gigantesque et pour moi, c'est vraiment été, on va dire, un moment de ma vie où j'ai eu un déclic. J'ai pu voir les saisons, des plantes à certaines périodes qui s'épanouissent, qui fleurissent. C'était vraiment intéressant. Et à ce moment-là, en même temps que je faisais mon master, une collègue faisait son sujet de recherche sur les producteurs de plantes aromatiques comme symbole d'une paysannerie. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. C'est génial, toute l'histoire, toute la manière de faire. Je me suis dit, mais j'ai envie de devenir ça, j'ai envie de faire ça, en fait. Après mon master, j'ai décidé donc je voulais revenir en Belgique, donc je suis revenu en Belgique. Donc je me suis inscrit, j'ai candidaté à la formation du CRAB de l'ASBL. C'est une formation sur l'installation de maraîchers en petite surface en bio. Donc à la fin, j'ai pas de terrain, j'ai pas de maison. Comment je vais faire pour sortir de cette vie de citadin et aller vivre à la campagne ? Donc à ce moment-là, j'ai regardé beaucoup d'annonces sur Terre de Liens, Terre en Vue. Et sur Terre des Liens en France, je me suis dit, tiens, il y a peut-être des annonces, pourquoi pas dans les Ardennes en France. Et du coup, il s'agissait de propriétaires d'une abbaye qui cherchaient un maraîcher pour faire un jardin, pour embellir le lieu, pour recréer la fonction primaire d'une abbaye qui est la production. J'ai beaucoup aimé leur projet. Puis à un moment, je me suis dit, ce lieu a l'air sympa. Je ne connais pas cette campagne, mais pourquoi pas ? À un moment, il faut prendre des décisions. J'emménage dans cette abbaye, mais l'idée, c'est quand même que j'achète un bien et je m'installe durablement dans la région. Donc du coup, je commence à créer ce jardin de plantes aromatiques. J'ai débuté cette saison dans l'optique de faire des plantes pour les sécher. Donc j'ai créé un séchoir aussi, et pour faire des tisanes, des sels aromatisés, des sucres aux plantes. En fait, l'idée, c'est que je produis des plantes, ça me passionnait parce que j'adore les plantes que je produis, et je vais essayer de trouver les bénéfices qu'elles ont pour faire des tisanes, et les intérêts qu'elles ont, les goûts qu'elles ont différents. Ça, c'était il y a 4 ans. Alors, j'ai fait 2 saisons dans cette abbaye, mais du coup, pour moi, je misais tout sur le coin de m'installer. Donc au bout des 2 ans, voilà, ça ne fonctionnait pas à l'abbaye. Je cherchais un terrain pour être sûr d'avoir une pérennité, parce que quand on se lance dans une activité agricole, il faut projeter à l'avenir, en fait. Et avoir un terrain, c'est une fiabilité
sur notre outil de travail. Moi, mon outil de travail, c'est mon terrain. Donc, j'ai eu la chance de trouver 1,5 hectare, donc 2 terrains dans la même commune, une commune qui est juste à côté de la mienne. J'ai refait tout à zéro, j'ai racheté des plantes, j'ai racheté une serre, j'ai tout refait. Je crée des haies sur le terrain pour bloquer du vent, recréer de la biodiversité. Et j'adore ce que je fais. Et là, ça fait 3 ans que j'habite à la campagne. Les 2 premières années, j'étais à fond sur mon projet. Mon espoir, c'était de faire un jardin, de faire un métier qui me plaît. Je pensais pas du tout à la question de l'amour. Je pensais pas du tout. En fait, j'ai eu par le passé, on va dire quand j'étais petit, des relations. Je me sentais un peu isolé depuis toujours. Donc passer du citadin à la campagne, dans mon idée, c'était un soulagement d'être seul et de vivre avec moi-même et de créer mon univers dans un lieu, de le voir comme une sorte de tableau vierge où tout est possible. J'avais cette idée-là. Mais les 2 premières années, je ne pensais même pas à rencontrer quelqu'un. Ce n'est pas venu. À partir de la 3e année, donc c'est-à-dire il y a 2 ans, la question me travaille, m'a beaucoup fait réfléchir. J'imaginais la campagne, effectivement, comme on a tous l'idée, c'est-à-dire moins de gens, mais plus de nature, ce qui est effectivement le cas. Plus d'authenticité. Plus d'authenticité, des rapports plus directs avec les gens, des gens qui ont des soucis matériels, concrets, pas de faux semblants. C'est ça que je voulais voir. Ça, c'était ton idéal. C'était mon idéal. Et c'était de voir des gens authentiques, de voir des gens aussi qui se rapprochent de gestes simples, prendre du temps pour faire à manger, manger des produits locaux, un peu de tout ce que aussi les citadins recherchent à la campagne et que moi aussi je recherchais, cette authenticité et vivre un peu plus terre à terre avec la nature qui m'entoure. Mais voilà, 2 ans après, je me rends compte que je suis seul, je me sens seul, et je le suis. Je vis seul dans cette grande maison que j'ai achetée. Je suis au cœur d'un village, je suis au centre du village, mais je me sens seul. Je pensais déjà amicalement nouer des liens avec les gens du village. Alors, ce qui est partiellement le cas, effectivement, amicalement, je peux dire que je suis artificiellement ami avec tous les gens du village. Mais concrètement, non, pas trop de relations d'amitié qui s'est louée sur du long terme. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes ? Justement, il y a très peu de jeunes, il y a beaucoup de personnes âgées dans le village. Je suis quasi l'un des seuls jeunes, et les seuls jeunes qui sont là depuis des années, depuis qu'ils sont tout petits. Ils ne sont pas souvent allés en dehors de leur village. Ils n'ont pas été faire des grandes distances. Et je n'ai pas du tout pu créer de lien avec eux. C'est quasi impossible de devenir ami avec d'autres jeunes dans mon coin. J'ai essayé quelques fois, mais soit on n'a pas les mêmes références, ou alors le fait que j'ai affiché directement que j'étais gay dans le village. Tu as fait quoi ? J'ai mis 2 drapeaux LGBT, un drapeau LGBT et un autre qui est un drapeau que m'a passé un ami hollandais. C'est un drapeau vert où il y a une tache bleue, ça s'appelle The Green Dot Flag. C'est un drapeau pour sauver l'environnement. Si on l'achète, certains arbres sont plantés. Du coup, c'était pour montrer le ton, c'était vraiment pour voilà, je suis qui je suis. C'est pas pour effrayer les gens, c'est vraiment pour m'assumer de qui je suis, ou même pour dire aux homophobes n'y allez pas. Si le drapeau vous choque, vous êtes prévenus de qui je suis. Finalement, ça ne dérange pas les gens du village qui a ce drapeau. Il y a peut-être un peu de jalousie de certaines personnes, mais beaucoup de gens, on va dire, je dirais que l'homophobie se traduit par le fait d'ignorer la personne pour laquelle on a de la haine vis-à-vis de lui. C'est-à-dire, souvent on parle du racisme et de toutes les phobies de gens qui vont avoir des propos très déplacés, directs, ou des actions directes. Moi, je pense que la majorité du racisme, de l'homophobie, de la xénophobie, de la grossophobie, c'est des gens qui n'iront pas du tout, qui extrairont les personnes qui ne veulent pas de leur monde. Certaines personnes du village ne viendront jamais me parler. Et je pense que c'est une forme d'homophobie.
Peut-être que je me trompe, mais moi je pense que c'est une certaine forme d'homophobie indirecte. Donc j'ai l'impression d'avoir un peu subi ça. Donc j'ai pas pu créer des liens. Comme j'ai des produits à vendre, je fais des tisanes, des sels aromatisés. Je suis amené à faire beaucoup de marchés locaux et donc à me confronter. Donc je me suis fait beaucoup d'amis via Des clients. Oui, voilà, des clients. Mais c'est un rapport client-commerçant. Donc c'est un rapport amical, jovial, mais pas un rapport d'amis. Vous écoutez Être un homme, Studio Balado. De manière générale, les gays par rapport aux hétéros ne peuvent pas draguer dans la rue ou directement. On va aller sur des plateformes bien connues, Grindr, Tinder, Gay Romeo, il y en a plein d'autres. Et en fait, moi, c'était mon seul, en tout cas pour ma part, mode de socialisation. Donc souvent, les personnes dans cette appli sont à des distances, les distances minimales, on est vite à 15, 20, 30, 40 kilomètres minimales. Donc il faut minimum faire 1 heure pour rencontrer une personne. Donc au final, ce que je vois, c'est que peu de gens se rencontrent sur ces applis parce que ça demande un investissement de temps et aussi d'argent parce qu'il faut se déplacer dans un endroit où finalement on est un peu tous précaires. Donc les rencontres ne se font pas. Et moi, dans mon cas, les rencontres ne se font pas parce que, pour cette raison-là, mais aussi moi, je donne beaucoup d'espoir. Je suis un peu dans ce côté insouciance je suis prêt à faire 1h30 de route pour rencontrer une personne. J'ai cette envie, j'ai réussi à faire des rencontres, mais c'est dur de garder sur un temps long et d'avoir un petit copain. Moi, ce serait mon espoir, mais j'ai eu 2 relations plus ou moins longues. Il habitait au Luxembourg, on est restés 6 mois ensemble. C'était une relation longue distance. Je venais le voir tous les week-ends chez lui. Il allait quelques fois chez moi. Et puis, on va dire qu'à un moment, il voyait plus trop d'avenir. Je pense qu'il a vu en moi une image de la campagne qu'il voulait. Il s'est dit c'est génial, et puis lui-même à la fin de la relation il a acheté une maison abandonnée comme moi, un ancien presbytère aussi, pas très loin de chez moi, à 15 kilomètres. Mais je pense et je pense que lui-même a compris ça aussi, il était un peu perdu, il savait pas vraiment ce qu'il voulait. Il était médecin, mais il voulait peut-être faire de la médecine sur place, il voulait peut-être être artiste, il avait plein de projets en tête, mais il était un peu perdu dans ce qu'il voulait faire concrètement. Et je pense que vers la fin, il a plus voulu rester avec moi parce qu'il se rendait compte que lui-même était perdu dans ce qu'il cherchait vraiment. Et puis après, on essaie d'être noué de l'amitié, mais je me suis un peu fâché parce que j'ai eu l'impression qu'il m'utilisait un peu comme le taxi, comme il n'avait pas de permis. J'ai dû le conduire, faire des allers-retours, faire des heures et des heures pour le conduire à X, Y. Je me suis fâché un moment sur lui en lui disant « je ne suis pas ton taxi ». Et ça m'a fait du bien, donc j'ai dû m'éloigner de lui. Maintenant, on reste en termes amicaux. On n'est pas amis, mais on reste en termes amicaux. Et là, après cette relation, 6-7 mois après, j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui était un peu plus âgé que moi, qui avait 20 ans de plus que moi. Il avait 55 ans. Et lui, il m'admirait aussi pour ce que je représentais et qui j'étais, pour ma sensibilité, pour ce que j'avais créé, pour l'ambition, parce que lui avait créé une entreprise, il était rentier, donc il louait des appartements, il habitait à Amsterdam. Et il aimait tout ça chez moi, ce côté entrepreneur, ce côté sensible, ce que je représentais aussi. Et en fait, je l'ai rencontré via Grindr parce que il a une maison de vacances qu'il a acheté le même âge que moi, donc quand il avait 28 ans. Il a acheté pour 5 000 € sa maison dans la Meuse. Donc c'est le département à côté d'où je suis. Et il a eu 20 minutes de route de ma maison. Et via une rencontre, il a eu un déclic quand il m'a vu à la fenêtre. Et du coup, il m'a souvent amené chez lui, à Amsterdam. Et il était d'un cœur extraordinaire. Il m'a beaucoup donné des affaires qui ne s'en servaient pas chez lui. Et puis, on est resté 7-8 mois ensemble. Et puis,
je pense on a rompu parce que on s'est rendu compte, pareil, que la rupture était assez émouvante. Il a amené une lettre, il est venu dans ma chambre et on a beaucoup pleuré parce qu'on s'est rendu compte que peut-être la relation n'allait nulle part. Et cette relation a pris fin du coup, c'était seulement il y a 8-9 mois. Oui, j'ai 29 ans là et toutes ces relations que j'ai eues qui sont pas, on va dire, qui sont pas nombreuses, hein, m'ont permis, oui, de confirmer le fait que je vis seul et j'ai envie de trouver quelqu'un, peut-être avec plein de scénarios, plein d'idées, plein de questionnements sur la manière dont l'amour pourrait se faire. Donc comment je pourrais aimer une personne. J'aime bien l'idée d'être à distance, de vivre chez moi et de venir voir une personne. Je trouve ça juste génial. Mais ce qui me plairait aussi, c'est aussi cette idée que quelqu'un, sur un coup de foudre, décide de venir vivre avec moi. Et en fait, ce qui serait, je dirais, matériellement très intéressant pour moi et très logique. La maison dans laquelle je vis fait 300 mètres carrés. C'est une grande maison. Je fais un travail manuel et si quelqu'un pourrait m'épauler quotidiennement, ça m'aiderait énormément. Donc ce scénario un peu classique, hétérosexuel, l'homme qui va au travail manuel et la femme qui tient la maison, peut-être que je pourrais appliquer ce scénario à... Voilà, ça c'est un scénario et ça me plairait. C'est une idée... Mais j'aime bien le fait d'aimer aussi plusieurs personnes et de me dire en fait pourquoi pas tenter quelque chose qui n'existe pas. Bon, on est dans la ruralité, donc peut-être que les esprits sont pas ouverts à ces idées-là, mais moi ça m'aide, ça me plaît d'avoir l'idée de pourquoi pas vivre avec plusieurs personnes, chacun a sa dépendance, son indépendance, chacun vit de sa manière, les formules sont voilà mais ça, c'est le flou aussi, c'est l'instabilité, c'est de dire, cette personne va peut-être tomber amoureuse d'une autre personne, et entre guillemets, elle n'est pas totalement à moi, ce n'est pas ma propriété, hein, ce ne sera jamais ma propriété, mais elle ne donnera pas 100% de son amour à moi. Comment moi je vais gérer ça? Et est-ce que je vais rencontrer d'autres personnes? Est-ce que c'est juste pour le sexe ou est-ce que c'est amoureusement? Et beaucoup de questionnements là-dessus, c'est je peux nouer à... Comment je peux aimer une personne? Moi, je pense que je suis une personne qui aime mais énormément de gens. Je pense que j'ai un énorme cœur. Je suis prêt à aimer plein de gens, à partager mon amour. Ça, c'est, on va dire, l'utopie de un peu, on va dire, un peu naïve d'aimer plein de gens et de n'envoyer que de l'amour, peace and love. Mais moi, je vis surtout de la solitude. Donc ça, c'est mon espoir. C'est peut-être ce deuxième scénario de se dire allons vers le polyamour et pourquoi pas ou alors bricoler avec la réalité parce que comment dire je vis dans un village où il y a 110 habitants. Je suis le seul jeune du village, je suis le seul gay. Pour trouver une personne, il faudra que je fasse des kilomètres et ces personnes-là statistiquement elles habitent proportionnellement plus en ville. Donc il faudra que c'est moi qui fasse le premier pas, qui irait faire la distance avec ma voiture pour aller rencontrer une personne. La réalité, c'est ça, c'est ce qui se passe. Et le scénario de revenir en ville? J'adore ce que je fais, j'adore mon métier. Mes étés sont ponctués de récoltes, travail du sol. J'adore mon métier. Ça me comble de joie en été. Mais c'est pas non plus un métier qui paye énormément. Je vis avec 500 € par mois. Je suis au RSA, donc c'est des minima sociaux en Belgique. En France? En France, oui, pardon. Donc je vis très précairement. Je suis dans une entreprise où je suis cotisant solidaire. Est-ce que c'est vivable? Est-ce qu'à long terme, c'est vraiment... Est-ce que je m'inflige pas trop de douleur par rapport à une simplicité de louer un appart en ville et trouver un boulot banal et comme tu as une formation quand même j'ai une formation en sociologie, j'ai peut-être des choses à apporter. Donc j'ai l'envie aussi de me dire pourquoi j'arrêterais pas tout et j'irai vivre en ville. Mais je me dis quand même ce serait un peu un échec par rapport à tout ce que tu fais. Il y a des gens qui me disent ce n'est pas un échec.
on change et on change en permanence. Mais moi, je vois quand même que quand on se lance dans l'agriculture, la terre, on peut pas s'en débarrasser, elle est là. La nature, elle est là. La saison prochaine, les plantes, il faut que je m'occupe de ce terrain. Donc j'ai envie de continuer absolument. On a les mains dans la terre parce qu'on y travaille. Et à la fin de la journée, on a les mains sur la terre parce qu'on a travaillé avec. Et c'est une sorte un peu c'est comme des cicatrices qui sont là sur notre corps pour nous rappeler que les efforts qu'on a faits ont un résultat et que les mains qu'on avait dans la terre et qui sont ensuite sur nos mains, pour moi, c'est beaucoup de travail et c'est une vraie réussite. C'est aussi un vrai amour des plantes et un amour que je porte. Et entretenir ce jardin de plantes aromatiques, c'est entre guillemets donner du soin à ces plantes-là. C'est passer de l'amour. Depuis l'enregistrement, Rémi a quitté les Ardennes françaises. Il s'est installé à Bruxelles. Sa production de plantes et de fleurs médicinales est en pause. Son chemin continue ailleurs. Les garçons, les départs, les détours, les vies que l'on construit, l'amour que l'on espère, les compromis, les désillusions et les joies aussi. Tout ce qui dessine une voie pour être un homme. Être un homme est un podcast de Michel-Ange Vinti, produit par le studio Balado. Cette 4e et dernière saison a été enregistrée en reportage à Paris et dans mon salon à Bruxelles durant l'hiver et le printemps 2025. Merci à l'équipe de production qui m'accompagne depuis le début, David Federman, Géraldine Jonkers et Julien Barbier. Merci aux garçons invités pour leurs paroles, leur courage et leur confiance. Et merci à vous pour l'écoute, les messages et la présence. Merci d'avoir écouté ces histoires à la première personne du singulier.